Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cécile, à ton équipe et à Léana Chat pour cette invitation. Alors, une communication qui peut paraître un petit peu étrange ou étonnante, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et pourquoi ce titre aussi, puisque c'est une découverte relativement récente dont on va parler là, qui n'est pas encore du tout élaborée complètement. Et on est là dans une présentation un petit peu préliminaire des relations entre les collections du aujourd'hui Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, mais qui s'appelait Musée des Antiquités à partir du milieu du 19e siècle, et le projet du Digital Muret. Alors Muret à Lausanne, c'est un concours de circonstances et un hasard, mais aussi le jeu des réseaux sociaux qui a fait que l'été dernier, alors que je préparais une communication pour un colloque justement sur l'histoire des collections du musée, à laquelle on s'intéresse beaucoup en ce moment, puisqu'on a fêté l'an dernier le bicentenaire du musée cantonal. On verra tout à l'heure rapidement l'historique de ces collections, mais donc, qui a été ouvert en 1818 à Lausanne. On s'est beaucoup plongé dans l'histoire des collections des différents musées cantonaux, qui aujourd'hui sont des musées séparés de sciences naturelles, de beaux-arts et d'archéologie et d'histoire. Et donc dans ce cadre-là, je préparais l'été dernier une présentation un petit peu sur un bilan autour des collections extra-vaudoises, collections européennes d'archéologie qui sont chez nous conservées encore aujourd'hui. Et je suis tombé sur un post Facebook de Julien Olivier, qui est conservateur donc au cabinet des médailles, et qui parlait de ce projet de publication des collections Muret. Muret qui était un nom que je trouvais régulièrement en préparant justement ma communication dans la rubrique, dans le champ des collections de notre base de données. Et puis, intrigué par ce post, je suis naturellement allé voir le site, le carnet de recherche d'hypothèses, et assez rapidement, en feuilletant aussi les pages de l'album qui sont en ligne sur Gallica, j'ai réalisé que c'était bien le même Muret que celui qui était cité dans notre livre d'inventaire, et qu'il y avait de fortes chances que plusieurs des objets que j'avais vus justement en préparant la communication pour l'AID étaient ceux qui étaient dessinés dans l'album. Donc j'ai fait quelques photographies à la volée comme ça, dans les réserves. On a des réserves externes, donc c'est pas toujours facile de sortir rapidement des photos de nos collections, surtout que ces collections anciennes ne sont pas photographiées, pour les envoyer à Cécile en lui disant je crois qu'on a un lot assez important d'objets qui sont identifiés comme provenant de la collection Muret. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc je lui ai envoyé l'extraction de la base de données sans les photographies, et très rapidement on a réalisé qu'il y avait effectivement un ensemble d'objets achetés par Arnold Morel-Facio. On va parler tout à l'heure de qui était ce personnage, probablement rapidement après le décès de Muret, qui ont été ensuite donnés par ce conservateur du musée à l'état de veau, et donc qui sont entrés dans les collections du musée des Antiquités. Du coup, Cécile et Bastien et Clément sont venus à Lausanne fin janvier, début février de cette année, donc c'est encore tout récent. Ils sont repartis de nos livres d'inventaire, puisque comme je le disais tout à l'heure, on n'a malheureusement pas, en tout cas dans ce délai-là, pas trouvé pour l'instant de nouvelles archives sur cette acquisition, autre que le grand livre du musée qui cite précisément l'origine des pièces, et donc pour toutes les pièces acquises dans cette collection Muret, il y a une mention. Donc on est reparti de ce livre-là. Vous avez fait la comparaison entre la base de données numérique pour être sûr qu'il n'y avait pas eu des erreurs de transcription au moment du passage à Muséum Plus chez nous, et entre le grand livre et Muséum Plus. Et ensuite on est parti dans les réserves avec ce listing pour sortir toutes ces pièces, et ils ont fait un marathon en 2 jours. Ils ont réussi à photographier les 430 objets de profil et de face, qui était aussi pour nous évidemment une opération qu'on soutenait fortement, puisque c'est l'occasion d'avoir en tout cas des photos de travail pour cet ensemble-là. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour faire un bilan complet, d'autant plus que c'est des données qui ne nous appartiennent pas, c'est vous qui les avez traitées. Un des enjeux, c'est évidemment de savoir si les objets qui
a priori appartiennent ou appartenaient à Muret, tel qu'on le pense avec cette mention de la collection, ont été représentés dans les albums. Et donc là, vous avez fait ce premier travail. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne semble pas que tous les objets soient dessinés. Donc il y avait une autre logique dans la collecte de Muret que celle de la documentation graphique. Donc ça demande évidemment à être creusé, à savoir aussi statistiquement exactement pourquoi certains ont été dessinés, pourquoi d'autres ne l'ont pas été. Mais globalement, pour qu'on puisse déjà toutes et tous réfléchir sur cette question, dire qu'il y a environ 430 objets, il y a quelques objets sur lesquels on doit faire des contrôles, et notamment, malheureusement on pourrait dire, mais ce fragment de vase qui est chez nous indiqué comme Muret dans la base de données, mais en fait quand on a repris le livre d'inventaire, on s'est rendu compte qu'il n'était pas Muret. Donc Morel Facio l'a acquis aussi à Paris à un moment dans les années 60, mais pas forcément provenant de la collection Muret, donc il faudra qu'on résolve cette question-là aussi dans la suite de la collaboration avec Sèvres. Mais ce sont des objets, on peut dire, mineurs, des objets qui devaient être relativement faciles à acquérir sur le marché de l'art à cette époque-là. Donc plus de la moitié des statuettes en terre cuite. Il y a beaucoup de lampes à huile, c'est une grosse collection de lampes, beaucoup de lampes Tardot antiques aussi. Une série de vases dont quelques belles pièces, et je vous montre celle-là parce qu'elle était anciennement dans la collection Bonaparte, Lucien Bonaparte. Donc est-ce que Muret l'a acquise en vente publique pendant la vente Bonaparte, ou est-ce qu'il l'a eu après et qu'ensuite Morel Facio l'a acheté dans cet ensemble Muret? Ça, c'est très difficile à savoir. En tout cas, c'est pas à Lausanne qu'on aura les archives pour résoudre cette question. Et puis, quelques fragments de mosaïque, bas-relief, mais disons que la grande quantité d'objets sont des objets en céramique au sens large, soit statuettes, soit lampes ou vases. Donc voilà la preuve de la visite de Cécile et de ses collègues à Lausanne dans nos réserves, avec le responsable de notre laboratoire. Donc c'est des photos de travail relativement basiques, on va dire qu'on n'est pas sur des photos encore de publication, mais qui permettent de travailler avec une échelle, et dont il faudra qu'on voit ce qu'on fait assez rapidement, mais qui mériteraient, puisqu'elles ne sont pas publiées par ailleurs et que notre base n'est pas en ligne non plus, d'être rendues publiques. Alors, ce qui semblait plus intéressant aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore élaboré vraiment cette documentation-là, c'était plutôt, vu qu'on est au début de cette collaboration, de poser un petit peu le cadre dans lequel se fait cette acquisition, que chacune et chacun puisse comprendre pourquoi ces objets sont à Lausanne, ce qui se passe à ce moment-là dans le canton de Vaud, et de là, puisque ce cadre-là est maintenant bien posé de recherche antérieure et puis de ce qu'on a pu faire l'an dernier, il y a un colloque à paraître aussi sur l'histoire du musée cantonal qui posera aussi des jalons importants sur cette surtout première moitié de 19e, mais histoire au sens large du musée au 19e siècle, c'est de vous présenter donc rapidement les protagonistes principaux et la nature des collections, à la fois les collections locales et les collections extra-vaudoises, européenne au sens large. Et vous verrez que ce que disait Mathilde tout à l'heure fait vraiment écho. On a l'impression d'être dans un département français. Le canton de Vaud, c'est la taille d'un petit département français. Parce que on va dire les raisons pour lesquelles ces collections rentrent dans le musée rejoignent beaucoup des motivations que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc Lausanne, capitale du canton de Vaud, au bord du lac Léman, si jamais vous aviez des petits doutes de géographie, en Suisse occidentale, avec une longue frontière avec la France, longue frontière qui est traversée par les armées françaises en 98, au moment de la Révolution vaudoise, puisque ce canton n'était pas un canton indépendant. À partir de 1535, il est sous la domination bernoise, qui vont amener la réforme, qui vont faire des changements structurels importants dans ce territoire, qui était un ancien comté avec un évêque. Donc il y avait une identité propre qui est transformée à la Renaissance et jusqu'au XVIIIe siècle. Mais les Vaudois regardent beaucoup du côté de Paris et par plusieurs révolutionnaires installés à Paris, ils obtiennent le soutien de Napoléon qui vient libérer le canton de Vaud, chasser les Bernois, prendre le trésor de Berne avec lequel il fera la campagne d'Égypte aussi d'ailleurs, et créer pendant quelques années ce qui s'appelle la République helvétique, qui est un modèle de centralisation d'un système qui était déjà fédéral, qui va mal fonctionner et qui donnera lieu à un acte de médiation en 1803 qui rendra au canton une certaine forme d'indépendance
et qui est le point de départ vraiment de l'indépendance du canton de Vaud, qui va être encore, canton de Vaud qui va être encore peu assuré de son avenir jusqu'au traité de Vienne avec les guerres napoléoniennes, puisqu'il dépendait beaucoup du soutien français, mais sont les Russes finalement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, qui vont soutenir cette indépendance vaudoise. Et très vite après 1815, après le traité de Vienne, les grandes institutions cantonales se mettent en place, les tribunaux, le système monétaire et la création d'un musée d'État, un musée du canton avec une section pour les antiquités. À ce moment-là, ça s'appelle musée cantonal et il y a très peu d'objets qui sont dans ces collections. On n'a pas de collection antérieure. Les Bernois qui avaient fait des découvertes dans ce territoire les ont prises avec eux à Berne. Donc on a quelques objets du XVIIe, du XVIIIe siècle, enfin trouvés au XVIIe et XVIIIe siècle qui sont conservés au musée historique de Berne, mais très peu dans les collections vaudoises. Donc très vite, les conservateurs de ce musée, dans tous les domaines, sciences naturelles, mais aussi antiquités, font appel à la générosité, au patriotisme des Vaudois pour faire rentrer des collections d'objets qui sont trouvés dans les jardins des uns et des unes et des autres, mais aussi des collections qui peuvent être rapportées, des voyages. Alors c'est le début de la collection ethnographique aussi, des voyages ou des achats qu'on peut faire sur les marchés d'antiquités du bassin méditerranéen à cette époque-là. Les premiers catalogues de collections montrent quelques centaines d'objets sur le territoire, donc on commence vraiment de zéro. C'est des toutes petites collections qui démarrent au début dans cette premier quart du XIXe siècle. Et il faut citer à ce moment-là un personnage important, avant Morel Facio, qui est Frédéric Troyon, qui est né en 1815, qui décède en 66, donc la même année que Muret, donc ils sont de cette même génération. Frédéric Troyon, qui était destiné à une carrière de pasteur, qui faisait des études de théologie à l'Académie de Lausanne, et qui, dans son jardin, encore une fois, a trouvé pendant ses études une des plus importantes nécropoles mérovingiennes du canton de Vaud, et commence à faire des fouilles et à collecter ces objets dans sa collection personnelle. Vous voyez quelques plaques boucles sur la photo, c'est une toute petite partie de ce qui sera sa collection personnelle, qui met en place avant de devenir conservateur, on verra tout à l'heure. Et pendant les années 1840, il met en place une des premières cartes archéologiques qu'on connaisse en Suisse, avec un système de champs à remplir par les préfets, les pasteurs des différents districts du canton, pour faire remonter l'information et la cartographier ensuite dans un système géographique encore basique, mais qui permet d'avoir des cartes par période des grands sites du canton de Vaud. Ces collections, elles commencent à entrer au musée, mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de structuration pour les antiquités. C'est l'occasion pour Troyon, qui n'est encore pas nommé à ce moment-là, qui est encore indépendant, de faire un grand voyage en Europe du Nord. Il va partir pendant 3 longues années en Scandinavie et en Russie aussi, mettre en place des réseaux d'échanges avec des scientifiques qui sont en train de construire cette chronologie de la préhistoire européenne. Et va aussi échanger, rapporter des objets. Ça, c'est son écritoire. Il écrit régulièrement à ses parents. On a une belle documentation d'archives de ce voyage. Il viendra prescripteur pour le roi de Suède un moment à Stockholm. Donc il a des aventures assez intéressantes sur lesquelles je passe rapidement, c'est pas le but. Il a aussi mis au point une technique de moulage avec une recette de bitume pour pouvoir prendre des empreintes et aussi faire des copies d'objets du canton de Vaud pour les échanger avec d'autres chercheurs d'Europe. Il explique dans une de ses lettres la manière dont il fait ces moulages. Là, vous avez une plaque boucle du haut Moyen-Âge typique des plaques boucles qu'on trouve sur le plateau suisse. Et en 1952, il est nommé, j'ai fait une petite faute de frappe, excusez-moi, donc premier conservateur du musée des Antiquités, qui va se séparer du musée cantonal, qui va devenir indépendant. Et très rapidement, après sa nomination, il fait un rapport à la commission des musées de l'État de Vaud. Et dans ce rapport, il insiste sur plusieurs éléments constitutifs de la vie du musée. D'abord, de faire des inventaires. Et
avec ses inventaires, il constitue des albums. Alors, il ne dessine pas aussi bien que Muret, mais c'est des dessins vraiment intéressants. Il y a à peu près 200 feuillets d'objets comme ça, qui sont soit des objets qu'il a vus dans ses voyages, soit des objets qui sont arrivés au musée et qu'il a documentés de manière graphique. Donc, en voyant tout à l'heure le projet de site internet avec toutes ces fonctions, la cartographie, je me suis dit que ça serait un magnifique projet de faire la même chose, parce que là, c'est des antiquités vaudoises. Il y a des objets qui aujourd'hui ont été perdus ou volés, donc dont on n'a plus que la trace sur ces dessins. Mais il a aussi fait des dessins en Suède, en Allemagne, d'objets qui sont aujourd'hui dans les musées et qu'on pourrait par là aussi cartographier, et on pourrait faire les liens vers les collections en ligne actuellement. Donc là, c'est un petit peu une parenthèse, mais pour dire qu'il y a eu ce travail, un moment de documentation des découvertes locales ou des objets venant d'ailleurs qui rentrent dans les collections du musée. Alors là, peut-être dans une démarche un petit peu plus scientifique, avec le respect aussi des ensembles archéologiques. Quand il y a des ensembles funéraires, ils sont dessinés ensemble, par exemple. Et là, on est dans les années entre 1840 et 1860. C'est des feuillets qui sont complétés au fur et à mesure. Il travaille aussi avec la photographie, ce qui est relativement novateur pour ces époques-là. Donc c'est des tout petits formats, mais avec des planches photographiques, ce qui permet aussi, dans cette période où on sent qu'il cherche vraiment à établir des chronologies, d'échanger des informations avec des collègues à longue distance. Donc la documentation et l'inventaire sont fondamentaux. La question aussi des fouilles archéologiques. On est dans une période, 1854, c'est la découverte des premiers villages palafitiques, et la Suisse vit une véritable hémorragie de son patrimoine archéologique. Si vous allez aujourd'hui sur la base en ligne du British, que vous mettez village palafite suisse, vous verrez les milliers d'objets qui ont été achetés par les Anglais à ces époques-là. On n'a malheureusement souvent plus les provenances exactes de ces sites. Et donc Troyon dit qu'il faut absolument que l'État fouille et que les objets soient conservés au musée cantonal pour éviter leur hémorragie. Et puis c'est une des premières, vous connaissez peut-être cette image, mais une des premières fouilles subaquatiques d'Europe qui est réalisée dans le Léman, à Morges. Donc Troyon, c'est le monsieur avec le haut de forme, avec le T. Forel sur le bateau, et puis Morlot qui était un géologue allemand qui est installé à Lausanne, qui va pêcher les antiquités dans les pieux. Là on est en août 54, quelques mois après les premières découvertes dans le lac de Zurich. Ça a été la fameuse fièvre lacustre où tous les érudits vont commencer à chercher des objets dans ces forêts de pieux qui s'avéreront être après du néolithique et de l'âge du bronze. Donc ces fouilles ou ces ramassages, parce qu'on est plutôt de l'ordre du ramassage à ces époques-là, font l'objet de rapports. Donc c'est des milliers d'objets qui rentrent soudainement dans les collections du musée d'archéologie et d'histoire. Là vous avez une toute petite sélection de ces collections de la fin de l'âge du bronze qui sont gigantesques et qui donnent lieu aussi à des synthèses, à des publications, avec déjà aussi la logique de comprendre le fonctionnement de ces sociétés en complétant les collections archéologiques avec des collections d'ethnographie, d'ethno-archéologie, comme il y a au musée d'archéologie nationale aussi, pour expliquer les modes de fabrication et les outils de ces périodes. Et Troyon aura le temps, avant de décéder, il meurt relativement jeune, de faire plusieurs synthèses, malheureusement qui sortent juste avant les grands congrès de Bologne et de Stockholm, qui vont complètement, après on va dire, écraser d'une certaine manière les publications antérieures en posant des nouveaux standards chronologiques. Donc il est un petit peu oublié pour sa production scientifique, mais il a fait ce travail sur les lacustres et sur l'origine de l'homme aussi, d'essayer de comprendre, de mettre en place une chronologie et mettre en ordre ces stratigraphies sur le très long terme. Je le disais tout à l'heure, il constitue aussi une collection propre, donc il fait rentrer au nom de l'État un certain nombre d'objets dans les collections, mais il avait des collections à lui avant et il continue à en faire rentrer pour lui, et cette collection va rejoindre le musée à son décès en 1866, et là il y a 570 objets sur les 1000 qui ne proviennent pas du canton de Vaud, qui viennent d'Europe. Donc la collection Troyon, c'est 2500 objets à peu près. Et donc je vous propose un rapide survol de ces objets pour aussi voir avec la collection Muret équilibrer un petit peu le type d'objets non vaudois qui sont dans les collections. Donc c'est des petites séries qui viennent de Scandinavie liées à ses contacts, de France avec la proximité aussi du pays et les contacts qu'il a avec les érudits français. Et puis un certain nombre d'indéterminés
et de Russie aussi, on verra tout à l'heure. Ah oui, c'est les... Pardon, ouais. Voilà, donc le Danemark, c'est essentiellement des objets lithiques, des haches, voilà, qui représentent quelques séries dans nos réserves. Pour l'Italie, quelques objets aussi structurants pour la chronologie, la question des fibules, les fibules italiques, ensuite les fibules celtiques, cet anneau picénien qui est aussi assez étrange mais qu'on trouve dans les nécropoles d'Adriatique. Et puis il avait pu, pendant ses voyages, faire des moulages du cabinet du tsar à Saint-Pétersbourg. Et donc on a des moulages de ces objets-sites aussi qui datent des années 50. Ça, c'est quelque chose qui était... Enfin, il y a toute une lettre où il explique comment ça s'est passé, mais qui sont intéressants aussi pour l'histoire de on va dire, de la mise en place de ces chronologies, puisqu'on a beaucoup de peine à cette époque-là à distinguer ce qui est celtique de ce qui est du Haut Moyen-Âge, avec parfois la proximité de ces objets. Et donc il s'intéresse assez précisément à cette période aussi de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, en cherchant des parallèles dans le monde germanique au sens large. Parallèlement à la collection de Troyon, donc à partir du moment où le musée est créé, vous voyez qu'avant 1852, avant la création du musée, on est sur des tout petits ensembles, 700 objets qui sont inscrits à l'inventaire avant l'arrivée de Troyon. Et puis, avant la Première Guerre mondiale, on est un peu moins de 30 000 objets si on additionne la collection Troyon avec les collections du musée. Et sur ces 30 000 objets, il y en a 2200 qui viennent d'Europe au sens large. Vous voyez que la collection Muret, du coup, est une part importante de cet ensemble. Là, on a des collections qui sont plutôt issues du bassin méditerranéen, pour la raison qui nous amène à Morel Facio, que Arnold Morel Facio, qui succède à Troyon, qui est de la même génération que lui, qui est né aussi en 1816, donc un tout petit peu après, mais c'est la même génération, mais qui vivra un petit peu plus longtemps, lui succède donc à partir de 66 jusqu'à son décès en 87. Il a une formation plutôt d'historien et de numismate. Il a des parents d'origine vaudoise, c'est ce qui fait ce lien avec Lausanne, mais il grandit à Rouen, où il est né. Et il vient d'une famille de banquiers, donc de rentiers, des gens qui n'ont pas vraiment besoin de travailler. Il travaille dans la banque familiale dans sa jeunesse et ensuite il a suffisamment de fortune pour vivre sa passion de numismate. Et cette passion numismate explique, je pense, beaucoup des relations qu'il a avec le marché parisien et le cabinet des médailles, et probablement du coup Muret qu'il rencontre dans ce cadre-là. Et dans les années 1860, il va aller à plusieurs grandes ventes publiques, la vente Raifé, la vente des Vergers, et acquérir un certain nombre d'objets mineurs, on va dire, de ces ventes, qui donnera ensuite au musée cantonal, au musée des Antiquités, qui deviendra le musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Alors, un aperçu très rapide de certains de ces objets, des choses de Chypre, beaucoup d'objets français, beaucoup d'objets de préhistoire qui correspondent aussi à ce moment où les collections des grottes du Midi permettent de caler la chronologie, on l'a dit, de la préhistoire ancienne. Donc l'Arte Christi, on en retrouve dans tous les musées d'Europe, et il y en a quelques-unes qui sont rentrées à Lausanne aussi. La collection Forel, donc c'est le même Forel c'est le fils de celui qui était sur le bateau tout à l'heure, mais qui, pour des raisons de santé, passe ses étés ou ses hivers plutôt à Monaco dans le sud, et qui fouille dans les grottes Grimaldi. Donc on a des objets qui viennent de ces fouilles-là, qui ont été ramenés après en Suisse. Et puis évidemment le silex de Touraine, qui y en a dans tous les musées aussi, qui a été envoyé en masse pour pouvoir prouver que ces découvertes ont bien eu lieu, et puis caler ces chronologies. Voilà, ça ressemble à ça dans les collections du musée. J'ai un collègue paléolithicien qui travaille un petit peu sur l'histoire de ces collections. Maintenant, on devrait en savoir un petit peu plus dans quelques mois. Des choses de l'âge du fer, de Champagne, dont certains qui viennent de la collection Muret, c'est Torque, que Muret a acquis à un moment et qui ensuite sont allés à Lausanne et qui sont dessinés dans les albums. Pour cela, c'est par ces Torques-là que j'avais la quasi-certitude qu'on avait des objets Muret, parce que ça m'a tout de suite frappé en feuilletant les albums de voir ces pièces-là que je connais assez bien et que j'avais vues dans nos collections. Et puis le monde méditerranéen, Grèce au sens large, avec une collection intéressante. J'en dis quelques mots aussi parce que c'est l'occasion, je me dépêche d'échanger après avec Laurent à ce sujet. La collection des Vergers, qui est vendue en 67 à Paris, et où Morel Facio achète 103 objets,
Et en fait, là, vous avez une page du PV de la vente des vergers. Vous voyez que Morel Facio achète en son nom, hein, Morel Facio. Et donc, si vous trouvez ce nom-là dans vos archives, ça nous intéresse évidemment beaucoup parce qu'on pourra peut-être faire le lien avec des objets qui sont encore chez nous. Et ensuite, il va les donner à l'État de Vaud, mais jamais vous aurez la mention Musée des Antiquités Lausanne. Il n'achète jamais au nom du musée. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas tellement intéressé à ces questions jusqu'à ce qu'on commence à faire des liens. On pensait que ces collections-là étaient dans le privé ou avaient disparu depuis. Alors voilà une petite sélection de ces objets qui viennent soit de Vulci, soit de Chiusi. Beaucoup de Bucheronero, quelques jolies productions de Grèce et de Grande Grèce. L'occasion aussi de faire des restaurations sur certaines pièces qui permettent de jeter une lumière nouvelle aussi sur les modalités ou les stratégies de restauration du 19e siècle par François, puisqu'on a fait une radiographie de ce brasero en bronze, et vous voyez que pour faire le fond, c'est un objet qui avait probablement pas de fond, mais ils ont utilisé plusieurs éléments en bronze, dont des éléments qui ont des bords perlés, donc il pourrait y avoir des éléments de vaisselle de bronze trouvés dans la tombe qu'on a utilisés qu'on a mis dans le fond pour plâtrer, pensant qu'il venait peut-être de cet objet, ou alors pour lui donner un peu de consistance. Et donc il y a un master de conservation-restauration sur cet objet qui a donné lieu à une restauration qui conserve une partie des restaurations anciennes, sinon l'objet il fallait le démonter complètement, tout en indiquant quelles sont les pièces originales des pièces restaurées. Donc c'est là aussi une stratigraphie un petit peu d'histoire de cet objet, avec la découverte ancienne, la vente, les restaurations du 19e et puis l'arrivée à Lausanne. Et puis une des découvertes intéressantes aussi en reprenant ces dossiers anciens, c'est qu'on a pu mettre en évidence par les recherches que font nos collègues en Italie sur l'histoire des fouilles, qu'on avait 3 objets qui viennent de la tombe François dans les collections du musée qui ont été acquis dans cette vente des vergers. Donc voilà l'aspect du musée à la fin du 19e siècle, vous voyez, entre la conservation du patrimoine local et les goûts de certains conservateurs, donc des choses plutôt d'Europe du Nord avec Troyon, plutôt de Méditerranée avec Morel Facio, avant le déménagement de ces salles dans le lieu où nous sommes actuellement, le Palais de Rumine, qui a été inauguré en 1906. Donc là, c'est encore les salles à l'Académie, telles qu'on pouvait les voir, avec des collections, on voit, d'archéologie méditerranéenne, et puis des choses plus locales dans les vitrines. À partir de la Première Guerre mondiale, les choses changent assez radicalement parce que la législation change en Suisse. Le Code civil donne aux cantons la propriété des objets. Donc les cantons sont obligés, et il y a une loi qui protège les objets, donc ils deviennent propriété automatique des cantons lors de leur découverte. Donc les cantons sont obligés de se mettre en ordre de marche pour pouvoir accueillir ces pièces. Ça demande toute l'énergie des institutions cantonales. Donc très clairement, le musée des Antiquités, futur musée d'archéologie et d'histoire, se concentre sur le patrimoine vaudois, et on a un tarissement très fort aussi parce que les conservateurs du moment sont plus intéressés par ces collections méditerranéennes, de collections européennes, qui fait que ça cesse quasiment complètement. Et donc c'est un moment très précis de l'histoire du musée, cette deuxième moitié du 19e siècle. Et maintenant, il faut qu'on décide un petit peu ce qu'on fait avec ces 3000 objets, quel type d'études, de catalogues. Ce qui est intéressant, c'est quand on a des ensembles historiques très cohérents comme Muret ou des Vergers. Mais dans tous les cas, il faut qu'on aille vers la mise en ligne des publications. On a le même enjeu que beaucoup ici, je pense, qui est de pouvoir aussi partager ça avec d'autres à travers des recherches en ligne. Et donc, c'est un des gros efforts qu'on mène actuellement, qui est de faire migrer notre base pour la mettre en ligne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Lionel pour ce petit voyage à Lausanne et cette découverte de ces belles collections. Y a-t-il des questions? Oui, Corinne. Lionel, vous avez montré des photos, des épreuves photographiques. Est-ce que vous avez les plaques de verre qui sont associées à ces épreuves? Oui, on les a dans les archives, ouais. Mais c'est pas vraiment des plaques de verre, c'est des plaques en métal, c'est assez étrange. Ah oui, c'est encore mieux. Ouais. Et vous avez une idée de la date à laquelle ont été faites ces photos? Je dirais c'est des objets lacustes, donc c'est après 54 et avant 66 puisqu'il décède. Donc on est par là, dans les années 50, parce qu'ensuite à partir du début des années 60, Troyon il est en conflit très lourd avec Morlot, avec qui ils avaient fouillé, ça le mine beaucoup, donc il est plus très actif.
Donc je dirais que c'est entre 55 et 60 par là autour. Ouais. D'accord. Et dernière question, les formulaires que vous présentez qui viennent en fait collecter des données sur le territoire, c'est le type de formulaire qui est distribué par l'intermédiaire de quel type de personnes? Alors c'est une opération qui est montée par la société romande, la société pour l'histoire de la Suisse romande, dans laquelle plusieurs membres, on va dire, de l'intelligentsia de cette époque-là sont réunis, dont Troyon, qui à ce moment-là est membre comme archéologue de cette commission. C'est un petit peu une mini commission de, comment on dit, géographie des Gaules, un petit peu, ça correspond un petit peu à ça. Ça ressemble beaucoup à ce que voilà. je vais présenter dans quelques minutes. À une échelle beaucoup plus petite, et c'est une initiative privée d'une certaine manière, parce que c'est pas l'Académie qui porte ça, et c'est pas l'État de Vaud non plus. Encore, il n'y a pas de législation. La première loi qui protège les monuments historiques, elle est de 1898. Donc avant ça, il n'y a pas une implication directe de l'État dans ces inventaires. Donc ça vient du privé, d'une commission privée en fait. D'accord. Merci. Marielle. Merci. Tu vas deviner ce que je vais poser comme question, c'est-à-dire Féliciane Saucy. Est-ce qu'il y a des choses du Levant? Est-ce qu'il y a... non. En fait, le plus extrême oriental, si je puis dire, c'est Chypre. Chypre, oui. Ouais. Il n'y a rien du tout du Levant. En Proche-Orient. Ah oui, on a des choses, mais qui sont arrivées après, mais qui ont été publiées dans le petit catalogue Fragments du Proche-Orient. Ah ben c'est celui de Patrick. Voilà, que Patrick a vu, mais ça rentre en et ça, c'est 1920. C'est la collection de René Dussault, donc, qui Dussault, était directeur du département des Antiquités orientales. Donc ça, c'est autre chose. C'est une autre, puis c'est une toute autre logique de collecte. Mais c'est les seules choses qu'on a du Proche-Orient qui arrivent. Oui, après, il y a quand même quelques objets qui rentrent au XXe, mais en proportion, c'est très faible. Non, il n'y a pas de choses. Moi, je retiens aussi il y avait le muret, mais il y a le Troyon, alors, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a cet inventaire, ou suivant quelle logique il choisit les objets qu'il dessine. Il y a 3 albums, et c'est géographique. Donc il y a un album pour le canton de Vaud, il y a un album pour les découvertes suisses majeures, et puis après il y a ces voyages. Donc il y a des objets de Scandinavie, d'Allemagne, de Russie. Après, c'est mélangé dans la chronologie, sauf si les ensembles sont cohérents. Donc c'est plus une approche d'archéologue de terrain quand même que de collectionneur de cabinet. Je pense que c'est pas tout à fait la même. Mais en même temps, avec ses objets à lui. Mais dont il a. Alors pour tout ce qui vient dont il a parfois participé à la fouille, donc il connaît leur origine, il a lui-même fouillé ces pièces qu'il dessine, ou alors il s'est rendu sur place. C'est un petit peu comme ce que Mathilde expliquait, il se rend sur place pour être sûr que les pièces qu'il va acheter ou recevoir proviennent vraiment de là où on lui dit qu'elles viennent. Ouais. Mais ce serait vraiment assez chouette de reprendre un petit peu Alors le premier travail, c'est évidemment de faire un tableau Excel avec toutes les données par objet. Mais ça serait beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont encore chez nous ou pas trop loin en Suisse, de faire ce type de démarche. Ouais. Ouais, mais je pense qu'effectivement, comme tu le suggérais, une mise en réseau de tous ces fonds et d'utiliser finalement aussi le projet Muret comme une incitation à mettre en ligne un certain nombre de documents de cette sorte-là, tous ces inventaires illustrés, notamment de musées ou de collections. C'est vrai que ce serait très précieux. Vous avez du coup songé à verser justement ces documents sur des plateformes type Wikisource, qui sont fondées sur la transmission d'archives qui sont libres de droit, avec là aussi une dimension crowdsourçable non négligeable, puisque je pense par exemple aux archives de quelqu'un comme Comarmont. J'ai dit un nom qui va faire tilt à Mathilde qui sourit, mais par exemple aujourd'hui des équipes de l'association Wikimedia passent un certain temps à transcrire en fait des vieilles lettres entre archéologues, entre collectionneurs sur Wikisource pour ensuite créer de la donnée cherchable, en fait structurable, parce que voilà, un OCR ça marche très bien sur des documents imprimés, ça marche moins bien sur des lettres que s'échangent des collectionneurs ou des inventaires personnels, et Wikisource ça permet justement de mettre en commons, en total domaine public, et en plus de faire de l'édition de texte et de la recherche de champs assez facilement, sans aucune contrainte de volume, puisque du coup il n'y a même pas à héberger les données, c'est la Galaxy Wiki qui s'occupe d'héberger les images, quoi.
Donc Alors, c'est ouais. l'idée. Oui, enfin, on n'y a pas vraiment pensé, mais on est en contact avec eux déjà pour aussi mettre des photos de nos collections, etc. Il y a un groupe en Suisse qui fait musée, bibliothèque. Donc, mais faudrait qu'on le construise comme un vrai projet. Pour l'instant, c'est pas ça. On a juste mis en ligne les albums. Donc, ils sont sur. Vous avez vu, j'ai fait le chemin là. Ils sont sur le site du musée. Mais c'est de la base def. On n'a pas toutes les fonctionnalités de Gallica. Enfin, c'est vraiment juste comme ça des PDF qui sont en ligne. Donc, on est loin de la structuration de ce qui a été fait pour Muret. Et puis, moi, je dirais que tant qu'on n'a pas un peu construit aussi ça, c'est difficile d'avoir des partenaires extérieurs après. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire et ce qu'on cherche avant, quoi. Voilà, mais c'est un petit peu moins beau que Muret, mais c'est intéressant comme... Quand même. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une brève pause, je crois, de quelques minutes.